Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des face-à-face les plus marquants de l'histoire, celui de la science contre l'autorité. On parle bien sûr du procès de Galilée. Voilà le verdict, véhément suspect d'hérésie. Ces mots, ils sont tombés comme un coup près sur l'un des plus grands savants de tous les temps. C'est ça qui a scellé son destin. Tout ça pour avoir osé regarder les étoiles, et surtout, pour avoir cru ce qu'il voyait. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Comment l'homme qui nous a ouvert les portes de l'univers a-t-il pu finir à genoux, forcé de renier sa propre découverte? C'est vraiment la question au cœur de tout ça. Et pour y répondre, eh bien, il faut comprendre l'homme, mais aussi et surtout le monde qui l'a complètement chamboulé. Allez, on commence. Un scientifique en procès. Pour bien saisir comment on en est arrivé là, il faut remonter un peu le temps, aux origines même du conflit. Imaginez la scène. On est en 1633. Galilée, il a 69 ans et il se retrouve face à l'Inquisition romaine. Son crime? C'est simple, mais c'est énorme. Il a défendu l'idée que la Terre tourne autour du Soleil. Il soutenait la théorie de Copernic, l'héliocentrisme. Le Soleil au centre, pas la Terre. Et ça, c'était une idée qui venait percuter de plein fouet des siècles de science, la vision d'Aristote, mais aussi l'interprétation des textes sacrés par l'Église. Autant dire que les enjeux étaient colossaux. Mais pour vraiment comprendre, il faut voir que tout ça, ça n'a pas démarré dans un tribunal. Non, non. Ça a commencé bien avant, avec un objet, un instrument, qui a absolument tout changé. Et voilà, on y vient. On va réécrire les cieux avec lui. On va regarder ensemble ce que Galilée a vu et comment chaque petite découverte a été une pièce de plus dans un puzzle. Un puzzle qui, à la fin, l'a mené droit à la confrontation. Alors, en 1609, voilà Galilée qui fabrique sa propre lunette astronomique, avec un grossissement jusqu'à 30 fois, et il la pointe vers le ciel. Ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas inventé la lunette, mais il a été l'un des tout premiers à se dire « Attends, ce truc-là, c'est pas juste un jouet ». Là où les autres voyaient un gadget, lui, il a vu une clé pour décrypter l'univers. C'est ça le coup de génie. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La croyance, depuis des siècles, c'était quoi? C'était que les cieux sont parfaits, immaculés. La Lune, une sphère parfaitement lisse. C'était la vision d'Aristote, reprise par l'Église. Un monde céleste, parfait, qui ne change jamais. Un dogme, vraiment, qui paraissait en béton armé. Et là, premier choc. Galilée pointe sa lunette et qu'est-ce qu'il voit? Pas du tout une sphère parfaite. Il voit un monde avec des montagnes, des cratères. Il prouve que la Lune est imparfaite, un peu comme la Terre en fait. Et là, c'est une révolution. D'un seul coup, la Lune n'est plus un astre divin et parfait, c'est un caillou comme le nôtre. La frontière entre le ciel et la Terre, elle commence à se briser. Mais il ne s'arrête pas là, il continue ses observations et il découvre autre chose. 4 petits points lumineux qui tournent autour de Jupiter. Des lunes. Des lunes qui orbitent autour d'une autre planète que la nôtre. C'est une autre bombe, parce que dans le modèle officiel, tout, absolument tout devait tourner autour de la Terre. Et là non. D'un coup, la Terre n'est plus l'unique centre de l'univers. Mais le coup de grâce, la preuve ultime, elle vient de Vénus. Il observe que Vénus a des phases, exactement comme notre Lune, un cycle complet. Et ça, c'est tout simplement impossible dans le modèle où la Terre est au centre. Le système de Ptolémée, la référence depuis 1500 ans, ne permettait pas ça. Le fait d'observer une pleine Vénus prouvait de manière irréfutable que Vénus tourne autour du Soleil. Et si Vénus tourne autour du Soleil, alors la Terre aussi. C'est la fin du jeu. Le vieux système est cassé, pour de bon. Bon, on a des preuves, des observations solides. La confrontation devient inévitable. C'est là que tout bascule. C'est la collision des mondes, la science de Galilée contre l'autorité de l'Église. Pour résumer, on a donc deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, la vision géocentrique, la Terre au centre de tout. C'est la vision de la tradition, de l'Église. De l'autre, la vision héliocentrique, le Soleil est au centre. Une vision soutenue par les calculs de Copernic et maintenant par les observations directes de Galilée. Deux récits de l'univers complètement opposés. Et attention, le vrai problème, au fond, ce n'est pas juste l'astronomie, c'est une question d'autorité. Parce que les découvertes de Galilée, elles défient l'interprétation des Écritures par l'Église. Si Galilée a raison, ça veut dire que l'Église peut se tromper. Et pour une institution qui fonde son pouvoir sur une autorité qu'elle dit infaillible, c'est tout simplement inacceptable. La réaction ne se fait pas attendre. En 1616, l'Inquisition publie un édit. L'héliocentrisme est déclaré insensé, absurde et hérétique. On ordonne à Galilée d'arrêter de défendre cette théorie. C'est un premier avertissement très sérieux. L'Église a tracé une ligne à ne pas franchir. Galilée se tait. Pendant un temps. Mais en 1632, il publie son fameux Dialogue. Et là, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres.
On arrive donc à la suite, assignation à résidence et sciences nouvelles. Le procès a eu lieu, le verdict est tombé, Galilée est condamné, réduit au silence. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire. Mais c'est justement dans cette défaite en apparence totale que son génie va rebondir de la manière la plus spectaculaire. C'est là qu'intervient cette phrase légendaire. Et pourtant, elle tourne. On dit que c'est ce que Galilée aurait murmuré juste après avoir renié ses idées. Alors, est-ce qu'il a vraiment dit? Probablement pas. Mais peu importe, ça symbolise parfaitement son état d'esprit. On peut bien forcer un homme à mentir, mais on ne peut pas l'empêcher de connaître la vérité. Le voilà donc condamné à rester chez lui jusqu'à la fin de ses jours. Interdiction formelle de parler ou d'écrire sur les cieux. Alors que fait-il? Puisqu'on lui interdit le ciel, il va étudier la Terre. C'est un retournement de situation absolument génial. On l'empêche de parler du cosmos, alors il va écrire les lois du mouvement, ici, sur notre planète. Cet acte de défi va poser les fondations de toute la physique moderne. C'est pendant cette assignation à résidence qu'il écrit son dernier chef-d'œuvre, les Discours concernant deux sciences nouvelles. Il y résume 40 ans de recherche. C'est ce livre qui va devenir la Bible de la physique moderne. D'ailleurs, Albert Einstein lui-même dira que c'est une de ses plus grandes œuvres. C'est ça qui est incroyable. L'homme est vieux, il devient aveugle, il est prisonnier chez lui. Et c'est là qu'il produit le travail qui va changer la science pour des siècles. Alors, quel est l'héritage final de Galilée? Même emprisonné, il a réussi à lancer une autre révolution. On va voir maintenant l'impact durable de celui qu'on surnomme, à très juste titre, le père de la science moderne. Et le plus bel hommage vient peut-être d'Albert Einstein, qui a dit « Galilée est le père de la science moderne ». Quand on sait qu'il le dit, ça pèse lourd. Einstein, qui a lui-même tout chamboulé, reconnaissait que tout son travail reposait sur les épaules de Galilée. Regardez cette chronologie, elle est fascinante. Il est condamné en 1633. Il faut attendre 1758 pour que l'Église lève l'interdiction sur les livres qui parlent d'héliocentrisme. Son livre à lui reste interdit jusqu'en 1835. Et la reconnaissance officielle de l'erreur par le Vatican, c'est en 1992. Plus de 350 ans. Ça montre à quel point le choc a été violent et combien le chemin de la vérité peut être long. Au final, l'histoire de Galilée, c'est bien plus que l'histoire d'un procès. C'est une question qui nous est posée, encore aujourd'hui. Quand un savoir nouveau vient défier une autorité ancienne, une croyance bien installée, de quel côté se place-t-on? Est-ce qu'on choisit le confort des vieilles certitudes? Ou est-ce qu'on a le courage, comme Galilée, de regarder dans le télescope et d'accepter ce qu'on y voit même si ça dérange?